morning. I'm sorry, I have to leave Alors, bonjour, je suis désolée, il va falloir que je parte un petit peu plus tôt, donc je vais peut-être commencer. Florian m'a demandé de parler de ce que nous avons fait sur les thérapies spirituelles, les thérapies autour de la dignité et tout ce qui est médecine complémentaire. En Italie, quand on parle de médecine complémentaire, on parle d'herbes, mais là, il s'agit d'une nouvelle méthode plus holistique, plus intégrée de communiquer avec le patient. Et je pense qu'il faut que ce soit une pratique journalière dans notre activité. Et on a créé un groupe autour de cela parce que nous pensons que l'ensemble de la souffrance qui est ressentie par le patient depuis le diagnostic doit être pris en compte et pris en charge. Le moment le plus important, le moment de crise, c'est le diagnostic pour le patient parce que cela change sa vie du tout au tout en un instant. Et ce, pour l'ensemble du parcours de soins anticancéreux. Alors, comment assurer une prise en charge globale? D'abord, il faut prendre le temps de parler avec les patients. Moi, je suis oncologue et je sais très bien qu'on n'a pas le temps de faire cela. Mais ça fait partie du soin que l'on doit donner aux patients. De même que la chimio, les soins de support, les soins palliatifs et tout traitement antidouleur. Donc, ça, c'est important de prendre le temps de faire cela. Et il faut également évaluer leurs besoins physiques, émotionnels, sociaux, spirituels, en utilisant des outils d'évaluation validés. C'est très important de valider au niveau national ces outils d'évaluation. De cette manière, on peut établir des liens et mener des recherches dans une visée holistique. En 2009, j'ai créé la première unité dédiée de soins de support pour les patients souffrant de cancer. C'était une première en Italie, mais je crois que c'était même une première mondiale parce qu'il n'y avait pas de telle unité dédiée de soins de support pour les patients atteints de cancer. Et l'un des objectifs était de construire un pont, jeter un pont. C'est ce qu'on a appelé le projet pont de la chimiothérapie jusqu'au patient et en traitant tous les éléments du cancer et du traitement. L'idée est d'apporter un soutien au travail de chacun des spécialistes qui sont impliqués dans le traitement anti-cancer. Le deuxième objectif, c'est d'évaluer les symptômes physiques et les besoins en termes d'information, de communication, les besoins émotionnels, les besoins sociaux, les besoins spirituels du patient. Et ça, c'est le type de soins holistiques intégrés qui est absolument nécessaire parce qu'on ne peut pas, espérer guérir le corps sans guérir l'esprit. Et il faut informer les patients. Alors, c'est vrai que nous informons les patients en termes de diagnostic, en termes de soins palliatifs, en termes de soins de support, en termes de chimiothérapie, mais il faut que les patients nous informent, nous. Et j'ai, traduit
le questionnaire ESAS, donc du système d'évaluation des symptômes d'Edmonton en italien, parce que je pense que vous avez la fatigue, les nausées, la dépression, la somnolence, la perte d'appétit, le sentiment de bien-être, difficultés respiratoires et autres. Et vous avez la douleur tout en haut. Donc, certains de ces éléments, la dépression et l'anxiété, c'est peut-être trop simple comme formulation, mais il faut, cela dit, avoir une évaluation des symptômes émotionnels de nos patients. Nous avons des outils d'évaluation qui prennent parfois trop de temps à être mis en œuvre dans notre pratique. Et si on compare le système ESAS comme système de dépistage de la dépression et de l'anxiété chez des patients qui ont des tumeurs solides ou des malignités hématologiques, 12% de ces patients seulement avaient des métastases. Et on a essayé de comparer le questionnaire ESAS et l'échelle HADS. Et vous voyez que pour l'anxiété comme pour la dépression, il y a une spécificité de l'ESAS. Et je pense que dans notre pratique journalière, on peut utiliser ces outils d'évaluation comme outil de dépistage, tout simplement pour déterminer si nos patients ont besoin de recevoir plus de soutien pour ce type de problème. Et donc, pour prêter plus d'attention à ce patient s'il en a besoin. Alors, pour ce qui est des soins d'ordre spirituel, dans la littérature, et il y a beaucoup de choses dans la littérature sur ce thème. Après le diagnostic de cancer, beaucoup de patients, se retrouvent eux-mêmes engagés dans la recherche d'un contact avec quelque chose de transcendantal au-delà de toute appartenance religieuse d'ailleurs. Et même si ça ne s'exprime pas sous la forme de participation à des rituels religieux ou de croyances religieuses. Et pour ce qui est de ces soins d'ordre spirituel, c'était un petit peu trop simple ce que nous avions en termes d'outils d'évaluation. Donc on a décidé de valider en italien l'inventaire de systèmes de croyances, le SBI 15R. On a utilisé cet inventaire sur 257 patients d'oncologie qui sont sous traitement actif, avec seulement 12% présentant des métastases. Alors pourquoi avons-nous choisi cet outil? Pourquoi avons-nous choisi de valider ce SBI 15R à l'exclusion d'autres outils? Parce que cela a été mis au point par des professionnels de santé, par des membres du clergé et par des patients. Ces personnes se sont réunies autour d'une table pour créer cet outil d'évaluation. Donc, il ne reflète pas seulement un point de vue religieux ou un point de vue de spécialistes oncologues ou de patients. Tous ont travaillé ensemble pour créer un instrument, un outil qui permette de mieux comprendre les besoins spirituels, religieux des patients. Et ce type d'outil d'évaluation est simple. Il est validé également en allemand et en espagnol, ce qui nous permet de travailler avec nos collègues dans nos recherches. Mais est-ce que la vie spirituelle des patients atteints de cancer est peut-être une ressource qui doit être prise en compte par les professionnels de la santé depuis le moment du diagnostic? Alors, voici une étude
qui a mis en évidence que 81% des patients croient que la religion est importante, très importante dans leur vie quotidienne, 65% pris dans les moments difficiles, 47% partagent leurs croyances avec d'autres personnes ou d'autres groupes, mais seulement 15% de ces gens reçoivent une forme d'assistance ou de soutien de la part de la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent dans les moments difficiles. Et donc, il faut trouver un moyen pour que ces patients puissent partager leurs sentiments, leur anxiété avec les gens avec lesquels ils ont cette spiritualité en commun. Comment utiliser les ressources des patients? Comment prendre en compte ces ressources? Et alors, nous avons validé en italien l'inventaire de dignité du patient qui a été créé par Shoshinov. Également l'index de l'espoir, le Hope Index. Et nous avons validé tous ces outils d'évaluation. Nous travaillons sur cette thérapie de la dignité qui est un nouveau mode de communication avec le patient et également d'avoir une approche plus psychologique. Ça, c'était la version italienne et on a abouti à des résultats très intéressants et qui peuvent permettre aux médecins de travailler mieux, qui peuvent leur permettre d'aider les patients. Et en particulier, cet inventaire, le Patient Dignity Inventory, présente une nouvelle méthode pour mesurer en fait la souffrance liée à sa propre dignité des patients atteints de cancer. L'idée, c'est en fait, en quelque sorte, d'éditer la vie du patient d'une manière créative. C'est-à-dire, le patient va parler de sa propre vie, raconter sa propre vie, et on utilise ce document, vous voyez, un processus narratif, et ça peut vraiment aider les médecins, et ça aide énormément les familles. Parce que c'est le seul moyen pour les familles, bien souvent, de comprendre ce qui arrive à leurs proches. Et alors, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je sais qu'on a peu de temps. Je vais vous dire au revoir et à l'année prochaine à Copenhague pour le congrès du masque. Merci beaucoup.